Est-ce que vous êtes un grand fan d'Indiana Jones? Est-ce que vous comptez d'ailleurs aller voir le prochain Indiana Jones au cinéma, Indiana Jones 5, avec toujours l'illustre Harrison Ford? Est-ce que vous êtes un fan également de la série des Jurassic Park et Jurassic World? Vous savez, cet univers où des scientifiques très passionnés, voire un peu fous pour certains, s'amusent à jouer avec la nature, avec le code génétique, et parviennent au bout de maintes expériences à ressusciter, à ramener à la vie, à recréer des spécimens de dinosaures dans notre époque actuelle. En gros, est-ce que vous êtes des passionnés, des fanas d'archéologie? Si c'est le cas, et si vous aimez un petit peu aussi la science-fiction, et oui, c'est aussi mon domaine de prédilection. Si c'est le cas, si vous êtes des passionnés d'archéologie, je pense que la vidéo d'aujourd'hui devrait vous plaire. On va voir ça tout de suite. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. On parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Waouh, bonjour à tous, bienvenue sur la TV 42. Vous regardez actuellement la dose de geek et je suis évidemment Dose Geek sur la TV 42, la chaîne YouTube dédiée à la culture geek et l'actu du web, tout ce qui tourne autour de ce qui se passe, les dernières tendances sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on va dire que on va parler d'un sujet qui est un peu plus, qui a une portée un peu plus culturelle, un peu plus scientifique que les sujets de d'habitude, qui sont un peu plus superficiels, même si ça nous arrive parfois de parler de certains sujets sociétaux, certaines évolutions dans notre société qui bouleversent un peu nos habitudes, notre façon de vivre, notre mode de vie, ou alors des fois on parle aussi de vidéos un peu plus divertissantes ou de petites actus insolites. Mais là aujourd'hui, ça a une portée un peu plus intéressante, un peu plus épique. Je sais pas si épique c'est le bon mot, je dirais entre guillemets épique, mais ça a une portée plus à vocation révolutionnaire dans le domaine scientifique de notre société actuelle, puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'archéologie c'est un champ de recherche, un secteur scientifique de recherche dans différents domaines qui concernent le passé de l'homme sur Terre, mais pas que de l'homme, aussi d'autres facettes du développement de la vie sur Terre. Et en l'occurrence, les sujets qui sont abordés dans Jurassic Park et Jurassic World, avec la vie des dinosaures qui étaient là sur Terre bien avant nous, il y a au moins 25 millions d'années, eh bien ce genre de film aborde ces questions-là, donc on est encore dans l'archéologie. Et là, aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle actu qui est sur le point de révolutionner l'archéologie, on va dire, moderne. Je sais pas si on peut appeler ça, si on peut appeler l'archéologie d'aujourd'hui l'archéologie moderne, mais je vais employer ce terme pour essayer de développer ma pensée. Et donc, eh bien, on va parcourir ensemble cette actualité qui est très fraîche et qui est sur le point de révolutionner pas mal de choses en ce qui concerne la recherche autour des traces des premiers hommes sur Terre, et leur mode de vie, et comment essayer de comprendre toujours plus quelles relations ils avaient, quelles étaient leurs relations sociales, comment ils évoluaient sur Terre. Il y a plusieurs milliers d'années, les premiers hommes, et toujours pour essayer de comprendre
notre présence ici sur cette planète et comment nous avons pu évoluer jusqu'à la civilisation d'aujourd'hui. Allez, on bascule tout de suite dans le premier article, c'est tout de suite, hop, c'est maintenant, voilà. Donc un article qui est paru sur Le Monde le 3 mai 2023, mais pas que sur Le Monde, hein, ça a été partagé par plein de médias à travers le monde entier, parce que c'est une découverte, ou c'est une innovation scientifique à échelle internationale, faite par un partenariat franco-allemand ou français-allemand-néerlandais. Donc le titre de cet article, le générique d'intro c'était tout à l'heure. Le profil génétique d'une femme identifié sur une perle du Paléolithique. Pour la première fois, de l'ADN humain a été isolé sur un objet en matière animale datant du Paléolithique récent. Une dent de cerf portée en pendentif il y a 20 000 ans. Cette prouesse technique, annoncée dans la revue Nature, ouvre la voie à une meilleure connaissance des sociétés préhistoriques. Alors oui, vous allez me dire, encore une fois, la luxure et les femmes viennent de sauver l'humanité, car grâce, en quelque part, à ses goûts esthétiques, cette jeune femme vient de nous révéler un peu plus sur nos origines, sur les origines de l'homme sur Terre. Soit, continuons. Donc là, on voit une photo de ces fameux travaux de recherche. Donc la dent de cerf percée découverte dans la grotte de Denisova en Sibérie, dans un laboratoire de l'Institut Max Planck de Leipzig en Allemagne. Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. À la frontière de la génomique et de la préhistoire, les paléogénéticiens qui traquent l'ADN dans les vestiges du passé pour retracer l'évolution humaine nous ont habitués depuis une vingtaine d'années à leurs exploits. Mais ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. Wow! Une étude menée par Matthias Meyer, généticien au département de génétique évolutive de l'Institut Max Planck de Leipzig, et Marie Sorissi, archéologue française à l'université de Leiden, dans les Pays-Bas, montre qu'il est désormais possible d'extraire de l'ADN animal et humain d'un objet de parure préhistorique en matière animale, sans le détériorer, c'est très important. Donc qu'est-ce que ça veut dire déjà? Premier indice, première information, ça veut dire que les hommes du Paléolithique étaient, ou en tout cas les femmes, étaient déjà assez coquettes, puisqu'elles portaient déjà des pendentifs. Donc certainement un pendentif qui lui avait été offert par un prétendant à l'occasion d'une invitation dans un restaurant paléolithique. Non mais restons sérieux. Plus précisément, une canine ou crache de cerf percée d'un trou pour en faire une perle, exhumée dans la grotte russe de Denisova, qui est localisée dans les monts de l'Altaï en Sibérie. En analysant les séquences d'ADN obtenues, l'équipe pluridisciplinaire de 23 spécialistes a établi que ce petit pendentif avait été porté par une femme ayant appartenu à une population du nord de l'Eurasie, ayant vécu entre 25 000 et 19 000 ans avant aujourd'hui. Tout cela sans détériorer l'objet, comme c'est le cas pour les techniques de recherche d'ADN dans les ossements humains qui nécessitent de prélever et détruire de la matière organique. Publié le 3 mai dans la revue Nature, l'article détaille le nouveau procédé qui a exigé des années de persévérance. Les objets en matière osseuse du Paléolithique qui nous parviennent sont souvent peu nombreux et de petite taille. À partir de 2018, nous avons mis au point une méthode permettant d'extraire l'ADN contenu dans ces objets en os sans avoir à les détruire, en utilisant notamment des ossements d'animaux provenant de la grotte des Côtés dans la Vienne, indique Marie Sorissi, la directrice de recherche. Les matières osseuses contiennent de l'hydroxyapatite, une substance, mais ça ferait un bon score au Scrabble. Les matières osseuses contiennent de l'hydroxyapatite, une substance minérale qui absorbe les molécules d'ADN, et il fallait donc trouver un moyen de libérer ces dernières, poursuit Helena Hessel, première autrice de l'article. La méthode a consisté à tremper
les objets en matière osseuse dans des bains de sel, de sodium et de phosphate portés à des températures croissantes tout en les agitant. Alors on avait du phosphate lié à l'ADN qui était emprisonné dans les ossements. Alors évidemment je ne peux pas poursuivre l'article parce que je ne paye pas l'abonnement au journal Le Monde, mais c'est pas grave, je vais retomber sur mes pattes par une jolie pirouette puisque je vais basculer carrément sur une interview de Marie Sorissi qui a dirigé les recherches et donc qui est à l'origine de cette découverte. Alors, c'était à l'occasion d'une interview sur la radio RTL, donc qui a des émissions qui sont filmées aussi. Pour la première fois, de l'ADN humain a été isolé sur une dent de cerf portée en pendentif datant du paléolithique récent. Donc on va la laisser nous expliquer un peu comment ils ont procédé. Je ne vais pas montrer l'intégralité de la vidéo, je mettrai le lien dans les sources de ma vidéo, si vous voulez la retrouver. En même temps, vous avez le titre de la vidéo ici, parce que voilà, on va essayer de se méfier, d'être vigilant par rapport au risque de copyright. Allez, c'est parti. C'est donc une prouesse exceptionnelle dont nous allons vous parler à présent, un pendentif. Alors, je vous laisse parcourir le reste de l'interview par la suite pour vous faire votre avis. Mais c'est assez impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire. Du coup, ça risque de donner plus d'importance, aussi à certaines personnes qui pensaient jusque-là ne pas être utiles dans la vie. Vous voyez, il suffit de faire votre propre lessive et vous pouvez arriver à sauver l'humanité ou à aider l'humanité en faisant juste une simple machine. Non, je rigole bien sûr. Mais le procédé est assez bien expliqué, du coup on voit bien le parallèle, et en fait elle explique que c'est par la montée des températures qu'ils arrivent à dissocier les molécules d'ADN. Ce que révèle l'ADN retrouvé sur un pendentif en os vieux de 20 000 ans. Pour la première fois, de l'ADN humain a été isolé sur une dent de cerf. Ok. Donc on voit le pendentif, l'ossement qui est sur la photo. Donc c'est l'archéologue Marie Sorissi qui nous l'explique. La prouesse est ici exceptionnelle. Un pendentif vieux de 20 000 ans vient de révéler l'ADN de sa propriétaire grâce à la transpiration dont il était imprégné. Il s'agit précisément d'une seule perle retrouvée dans la grotte de Denisova en Sibérie, explique au micro de RTL Marie Sorissi, archéologue française travaillant à l'université de Leiden. Donc là on a la retranscription quasiment de tout l'interview. L'ADN est très bien conservé, on a pu déterminer le sexe biologique du propriétaire. Cette perle a été portée par une femme appartenant à une population très ancienne du nord de l'Asie. A-t-on une idée de son physique? Non, répond l'archéologue, mais peut-être à l'avenir, oui. Pour l'instant, il est extrêmement difficile d'établir sa couleur de peau. Qu'apporte cette découverte? Dans la préhistoire très ancienne, on peut lier pour la première fois un objet et une personne spécifique. Bon, donc c'est la première fois qu'on arrive à identifier et à lier un objet du paléolithique avec une personne spécifique. On va pouvoir, grâce à ces analyses d'ADN, mieux comprendre les structures de ces sociétés très anciennes, le rôle et le statut des individus. Et oui, du coup, on pourrait arriver à deviner qui était le chef de clan, qui était la femme du chef de clan, qui étaient les enfants etc. Essayer de remonter, d'identifier les familles ou les descendants d'eux en fonction des parures, des objets, qui étaient artisans dans la tribu, dans le clan. Ouais, c'est intéressant. Qui étaient chasseurs, par exemple. Alors ensuite, on va aller sur une autre page. Alors oui, il est mentionné que l'ossement a été découvert dans la grotte de Denisova en Sibérie. Mais pour l'instant, il plane encore des doutes sur l'apparence de cet homme de Denisova. En l'occurrence là, par rapport à cette découverte, il s'agirait d'une femme, la femme de Denisova.
Donc on va voir ce que l'on sait en l'état actuel des choses jusqu'à aujourd'hui, ce que l'on sait de Denisova. Ce cousin disparu qui rayonnait sur l'Asie. Denisova, c'est un cousin mal connu d'Homo sapiens, l'homme moderne. De cette branche éteinte du genre Homo, on n'a retrouvé que peu de fossiles. Dans une étude publiée mi-mai dans Nature Communication, le paléoanthropologue Fabrice Demeter de l'Université de Copenhague et du Muséum national d'histoire naturelle évoque le 3e site découvert en 2018 dans une grotte du Laos. Donc là, on a une première représentation en sculpture, parce que c'était une espèce qui avait apparemment une mâchoire assez proéminente par rapport au reste du crâne. Une mâchoire assez large. Mais creusons un peu plus. Découvert pour la première fois dans une grotte de l'Altaï, sibérien en 2010, l'homme de Denisova, sous-espèce du genre Homo, reste mystérieux à bien des égards. Un 3e site a été mis au jour au Laos en 2018, révélant la dent d'une jeune fille appartenant à cette branche. Celle-ci nous en apprend un peu plus sur notre lointain cousin avec une étude parue dans Nature Communication le 17 mai 2022. Une espèce méconnue. Dans le genre Homo, dont fait partie Sapiens, l'homme moderne, on dénombre plusieurs espèces éteintes. Si Néandertal et son cousin Homo erectus sont de mieux en mieux documentés, on ne commence qu'à effeuiller d'autres branches découvertes ces 20 dernières années comme Homo luzonensis, l'homme de Flores, et celui de Denisova. Ce dernier est apparu autour de 400 000 ans et a disparu il y a entre 30 000 et 15 000 ans. C'est pas si loin que ça, 15 000 ans. Quand a été découvert l'homme de Denisova? Son nom provient de la grotte de Denisova dans le sud-ouest de la Sibérie. En 2010, sur les hauteurs de l'Altaï, un os de doigt, quelques dents et un morceau de crâne ont été extraits des sédiments de cette grotte. L'analyse de leur ADN, datant sur ce site d'environ 40 000 ans, a révélé une nouvelle espèce qui prit le nom de Denisovien. D'autres vestiges retrouvés récemment dans cette grotte remonteraient jusqu'à plus de 200 000 ans. Un second site, la grotte de Baishia, à 3300 mètres d'altitude sur le plateau tibétain, a révélé en 1980 une mandibule humaine, mais il a fallu une analyse précise en 2019 pour déterminer qu'il s'agissait d'un Denisovien vivant il y a 160 000 ans. Donc une espèce qui s'est éteinte il y a 15 000 ans, mais qui remonte à très loin en arrière dans le passé. Donc là, on a un aperçu sur cette photo de la grotte de Denisova en Sibérie. Qu'a révélé le 3e site découvert récemment? Il s'agit d'une dent de petite fille de 5 à 7 ans, datant d'entre 130 000 ans à 160 000 ans, découverte en décembre 2018 dans la grotte du Cobra, au nord-est du Laos. Une étude parue la semaine dernière, donc c'était quelle époque cet article? C'était au mois de mai 2022. Révèle son appartenance à l'espèce Denisova. Donc là, on a une vidéo de l'extérieur, prise à l'extérieur de la grotte du Cobra, et au-dessus de la plaine alluviale. Donc sur le compte Twitter de Fabrice Demeter qui avait fait les recherches. Donc ça, c'est l'entrée de la grotte qui domine une plaine aujourd'hui. Après, je ne sais pas à quoi ressemblait le paysage à l'époque. Et certainement qu'il a beaucoup évolué entre-temps, avec les mouvements de terrain, l'érosion et tout ça. Comment a-t-on daté cette dent ancienne? Au début, les chercheurs pensaient avoir trouvé une dent appartenant à un Homo erectus qui vivait dans cette région. La dent était trop ancienne pour une datation fiable au carbone 14 et son ADN sans doute trop fragmenté en raison du climat chaud et humide. Constate le paléoanthropologue Fabrice Demeter, chercheur à l'université de Copenhague, affilié au Muséum national d'histoire naturelle de Paris et co-auteur de l'étude. On a donc daté les sédiments d'où elle a été extraite ainsi que les vestiges d'animaux à proximité. L'équipe
devrait tenter d'extraire l'ADN de cette dent dans les mois qui viennent. Une étude des isotopes de son émail sera également menée prochainement pour connaître l'alimentation et le type d'environnement dans lequel cette jeune fille a évolué. Donc ça, c'est la dent. Comment ne pas confondre avec une autre espèce? Mal conservées, les protéines ont tout de même permis de déterminer que l'individu était une jeune fille du genre Homo. L'analyse de la morphologie de cette dent par microscannage a permis d'établir qu'il pouvait s'agir d'un néandertalien ou d'un dénisovien, assure le paléoanthropologue. Denisova a en effet des caractéristiques communes avec Néandertal, dont il est génétiquement proche. Les deux espèces auraient divergé il y a environ 350 000 ans, mais les Néandertaliens sont restés cantonnés plutôt en Europe de l'Ouest. On peut donc, avec une quasi-certitude, avancer qu'il s'agissait d'une jeune dénisovienne. La vidéo de la dent, qui nous envoie sur Twitter. Ok. Que sait-on de la morphologie de Denisova? Ah, ça c'est intéressant. Peu de choses dans les preuves fournies par les fouilles. Il est difficile d'établir des traits morphologiques distinguant les Denisoviens des autres espèces en raison de la fragmentarité et de la faible quantité de fossiles à disposition. Alors, l'ancrage géographique de l'homme de Denisova. Les vestiges trouvés jusqu'ici concernaient des régions froides. La nouveauté, c'est la localisation sous les tropiques. Cela montre l'adaptabilité des Denisoviens à des climats opposés, à différents environnements. Ce que l'on ne savait pas. Si la vaste aire géographique est désormais validée par les preuves, on peut s'interroger sur la densité de la population. C'est difficile à estimer, mais on peut dire qu'elle était étendue avec un bassin principal sans doute situé en Chine, avance Fabrice Déméter. L'Altaï, le plateau tibétain et l'Asie du Sud-Est étaient certainement la frange de leur territoire. Il faut continuer les fouilles pour en trouver d'autres. Alors, les différentes espèces du genre Homo qui cohabitaient à la même époque se sont-elles rencontrées? Outre Homo sapiens et Homo erectus, qui parcouraient également l'Asie du Sud-Est, les hommes de Flores et de Luzonensis ont été identifiés en Indonésie et aux Philippines. 5 groupes ont ainsi potentiellement cohabité. Pour preuve, une partie de l'ADN des Denisoviens se distingue dans la population actuelle. Donc on a encore aujourd'hui apparemment, dans notre ADN, certains d'entre nous ont des traces, des restes d'ADN de Denisoviens. Cela signifie qu'il y a eu des métissages avec Sapiens. On retrouve jusqu'à 5% de l'ADN dénisovien chez les Négritos des Philippines, Papous de Nouvelle-Guinée et aborigènes d'Australie contre 0,001% chez les Européens. Donc effectivement, du coup on retrouve dans les morphologies, la morphologie de ces peuples d'Asie du Sud-Est, et notamment en Australie, où les aborigènes australiens ont cette morphologie, cette typologie au niveau du visage qui est très caractéristique, hein, une très forte mâchoire, un nez assez large, et donc en fait ce sont les traits caractéristiques. Ce seraient les traits caractéristiques de l'espèce de Denisova, qui serait venue jusqu'en Australie. Alors il existe encore des débats, je crois savoir, d'après ce que j'ai lu, entre beaucoup de scientifiques, pour savoir comment l'homme de Denisova serait arrivé jusqu'en Australie, sachant que à cette ère, il plane encore des doutes sur quel moyen il aurait utilisé pour traverser l'océan, pour se rendre jusqu'en Australie. On ne sait pas encore si la technologie de la construction d'un bateau était possible, si il était capable de traverser la mer par ses propres moyens, en imaginant une construction qui serait capable de flotter et de le faire voyager sur plusieurs kilomètres sur les eaux. La couche de sédiments dans laquelle a été retrouvée la dent d'une jeune dénisovienne dans la grotte du Cobra.
Où pourrions-nous découvrir d'autres vestiges et fossiles dénisoviens? Un certain nombre de fossiles chinois déjà recueillis et en attente d'analyse pourraient révéler leur origine dénisovienne. On peut aussi citer la mandibule de Penghu, remontée par des filets de pêche dans le détroit de Taïwan. Celle-ci serait très proche morphologiquement des Denisoviens, mais cela n'a pas encore été officialisé, annonce le chercheur. Il faut attendre que les confrères taïwanais et japonais qui travaillent dessus publient leurs résultats pour le confirmer. Cela élargirait encore l'aire géographique avérée des Denisoviens. Alors j'imagine que la découverte faite par cette équipe de chercheurs français, allemands et hollandais au niveau de l'Institut Max Planck, j'imagine que, et l'université de Leiden, j'imagine qu'il risque à l'avenir d'être sollicité par tous ces chercheurs en Chine ou dans d'autres pays voisins pour essayer d'appliquer la même méthode, la même technique pour recouper les résultats qu'ils avaient découverts par rapport à leurs fouilles et essayer de trouver des connexions entre les différents Denisoviens trouvés un peu partout dans le monde, en tout cas dans cette partie d'Asie, entre la partie nord, la Sibérie, ensuite on a cette frontière, cette limite géographique, cette barrière géographique qui étaient les montagnes de l'Himalaya, qui ont isolé un peu, qui ont séparé ce type de Denisoviens du Nord des Denisoviens de la Chine, et ensuite on a une troisième espèce, une troisième variété de Denisoviens, les Denisoviens de la partie australe, l'Asie du Sud-Est avec l'Australie et toutes les îles alentours. Donc ce serait très intéressant de savoir comment les recherches dans ce sens vont évoluer, s'ils vont arriver à trouver des connexions entre toutes ces peuplades, voir comment ces espèces se sont intégrées, se sont mixées avec les autres espèces Homo, pour évoluer, pour arriver aujourd'hui aux populations que l'on connaît dans les différents pays de notre époque moderne. Alors, on va terminer, puisque évidemment, la question du journaliste sur RTL était très intéressante à la fin aussi, c'est-à-dire que, est-ce qu'on pourrait se permettre, suite à ce genre de découverte révolutionnaire, est-ce qu'on peut s'autoriser à rêver de peut-être une possibilité un jour de pouvoir créer, de recréer ces espèces, leur donner vie, un peu comme du clonage, à partir de souches ou de branches d'ADN qu'on aurait pu collecter, que des échantillons d'ADN qu'on aurait réussi à compléter et à compléter complètement pour nous permettre de recréer ces espèces. Un peu comme dans Jurassic World, dans Jurassic Park, où à partir le pitch du scénario, c'est les scientifiques ont réussi à redonner la vie, à recréer en laboratoire des œufs de dinosaures ou à partir de techniques de clonage, à partir d'ADN retrouvé dans le sang de moustiques qui avait été capturé, qui a été pris au piège dans des gouttes d'ambre ou dans des fossiles. Alors excusez-moi si je n'ai pas les termes scientifiques à chaque fois systématiquement, je ne suis pas archéologue, mais toujours est-il que ça ne m'interdit pas le fait d'en parler et de relayer l'information, parce que je trouve que c'est très intéressant, et enfin des informations qui peuvent permettre de faire avancer la recherche, et pas que la recherche scientifique, mais aussi la réflexion de la présence, autour de la présence de l'homme, de l'être humain sur Terre. Pourquoi sommes-nous là? Comment avons-nous évolué? Qui sont nos ancêtres? Comment tout ceci a pu se réaliser pour arriver à
à la façon, à notre mode de vie d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui explique notre comportement actuel, notre façon de raisonner, nos différentes inventions au fur et à mesure des époques. Tout ça, c'est très intéressant. Donc là, la projection qu'on va essayer de développer ou qu'on va essayer d'explorer maintenant pour conclure cette vidéo, c'est et si un jour c'était possible, à partir d'ADN d'une de ces espèces, que ce soit Néandertal, Denisova ou autre, ou l'homme de Flores, serait-il possible un jour de donner vie à un de ces êtres pour voir physiologiquement à quoi il ressemble? Est-ce qu'il serait capable de s'intégrer dans notre société moderne, de se mélanger avec notre espèce? Est-ce qu'on serait compatible, ou est-ce qu'il serait plus résistant que nous au niveau des bactéries, au niveau des virus, ou au contraire serait-il beaucoup plus fragile? Tout ça en fait c'est très intéressant au niveau aussi de notre pour mieux comprendre notre organisme, comment notre organisme a évolué à travers les siècles, à travers les millénaires, comment nous nous sommes construits, comment nous nous sommes renforcés pour nous adapter à notre climat, à notre milieu, à notre environnement. Et peut-être que ça peut nous aider aussi à mieux comprendre comment notre organisme fonctionne et comment on peut peut-être l'améliorer encore plus pour l'avenir, pour en prévision de contraintes climatiques, environnementales. Imaginons des hausses de température très violentes, imaginons de nouveaux virus qui viendraient nous menacer notre espèce, plein de choses comme ça. Ou peut-être même des virus, des bactéries extraterrestres qui pourraient arriver sur Terre et qui pourraient mettre en danger nos propres organismes en raison d'une incompatibilité. Comment notre organisme serait-il capable de réagir pour se défendre? Donc encore une fois, la recherche dans le passé peut-être nous aider à mieux comprendre notre présent, pour nous aider à mieux nous projeter dans l'avenir et nous aider à évoluer encore mieux. Alors moi, j'imagine toujours tout ce processus de développement de manière la plus bienveillante possible. Évidemment. Comment on peut arriver à évoluer dans cette démarche toujours de s'améliorer, améliorer l'être humain, peut-être essayer de réduire ou de limiter des comportements qui peuvent être des comportements à risque, ou des comportements malveillants, ou des comportements qui peuvent provoquer des nuisances, ou qui peuvent être des comportements criminels, ou des comportements dégénératifs, ou qui peuvent provoquer de la violence. Toujours, ce qui serait génial en fait, ce serait de pouvoir nous aider à affiner de plus en plus et à rendre plus efficace, plus optimale la façon de fonctionner de notre organisme, pour que tout soit fait de la manière la plus réfléchie, la plus efficiente possible, en accord avec une certaine éthique. Enfin voilà, ça ouvre plein de portes, ça soulève plein de questions, et c'est ça qui est très intéressant, enfin en tout cas chez moi ça éveille beaucoup la curiosité. Donc, pouvons-nous ressusciter Néandertal? C'est une des questions sous-jacentes, comme sur cette photo, qui est une photo de fiction, hein, une photo de projection. Imaginons la femme de Néandertal qui aurait été recréée en laboratoire et qui aurait cette apparence, qui porterait un petit tailleur d'aujourd'hui. Avec son cardigan bleu, sa peau claire et ses longs cheveux roux, elle passerait presque inaperçue dans la rue. Pourtant, Kinga, née des mains de la plasticienne Elizabeth Daynes, est une jeune néandertalienne, espèce d'hominidé disparue il y a 40 000 ans. Disparue, pas totalement.
En 2010, le séquençage du génome d'Homo neanderthalensis révélait que celui que l'on a longtemps considéré comme un lointain cousin était en réalité beaucoup plus proche de nous. Homo sapiens que ce que l'on pensait. Et pour cause, il y a eu des croisements entre les deux espèces. Des croisements entre Néandertal et Homo sapiens. L'homme moderne, exception faite des populations africaines, aurait ainsi en lui entre 1,8 et 2,6% de gènes néandertaliens. Je dirais certains, ils en ont même un petit peu plus, voire 10%. Ouais, je suis méchant. Je me demande des fois dans les laboratoires de recherche si les scientifiques, et ça leur arrive de déconner un peu autour d'un café. Ou hey les gars, j'ai fait une nouvelle découverte, c'est champomis pour tout le monde aujourd'hui. Quoi? What the fuck? Alors, sachant que chacun d'entre nous possède des fragments différents de ces gènes, entre 30 et 70% du génome de cette espèce d'hominidés subsisterait dans le patrimoine génétique de la population mondiale actuelle. De là à vouloir ressusciter Néandertal, il n'y a qu'un pas, que certains n'hésitent pas à franchir. L'été dernier, Alison Muotri, chercheur à l'Université de Californie, annonçait dans la très sérieuse revue Science cultiver dans son laboratoire des mini-cerveaux préhistoriques. Waouh! Wow. Il s'agit en réalité d'organoïdes cérébraux, ensemble de neurones bien moins complexes qu'un cerveau. Ils ne possèdent ni l'anatomie réelle d'un cerveau ni ses connexions. Obtenus en modifiant l'ADN de cellules souches humaines contemporaines afin qu'ils correspondent à une séquence observée chez Néandertal. L'intérêt est d'étudier l'effet d'un gène particulier sur le développement d'une cellule nerveuse, précise Cécile Bonne, généticienne au Musée de l'Homme. En l'occurrence, le gène Nova1, c'est marrant, c'est comme la fille qui s'appelait Nova dans La planète des singes, qui avait été choisie par Taylor, le survivant, l'astronaute survivant. Donc le gène Nova1 qui joue un rôle important dans les premiers stades de développement du cerveau et qui serait également impliqué dans l'autisme et la schizophrénie. Celui de l'humain moderne diffère légèrement de celui de Néandertal. Mieux comprendre comment cette mutation influence le développement du cerveau moderne pourrait ouvrir des pistes dans la prise en charge des troubles neurologiques contemporains. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Apprendre à mieux comprendre comment fonctionne notre cerveau et comment guérir ces maladies ou ces dysfonctionnements. Grâce à en essayant de comprendre nos origines, d'avoir toujours plus d'informations sur nos origines. Mais nos origines sont-elles d'ailleurs bien sur Terre? Ne sommes-nous pas peut-être de la poussière d'étoiles? Mais je divague et je me laisse aller à certaines supputations un peu trop présomptueuses. Non, revenons à l'article. Mais j'aime bien des fois, effectivement, je ne sais pas si vous avez vu le film Prometheus, où on voit ces scientifiques, ces archéologues qui découvrent dans une grotte en Islande, je crois, des restes de peintures rupestres dans une grotte, et en fait c'est le miracle, c'est la découverte du siècle ou du millénaire. En fait ils découvrent que ces peintures indiquent la présence d'anciens astronautes, d'anciens extraterrestres sur Terre, et qui avaient retracé, qui avaient décrit la route, qui avaient décrit dans ces peintures la route pour conduire à leur planète dans l'univers, la planète de leurs origines. Alors, hop, toc, on va revenir. Alors, mais ressusciter Néandertal n'est pas pour autant à l'ordre du jour. Cela poserait des problèmes éthiques considérables et nous sommes loin d'en être capables, souligne Céline Bonne. Car au final, 2% c'est très peu et les différences entre les deux génomes restent très importantes. Certains gènes touchant au développement du cortex, par exemple, sont absents du génome de Néandertal, laissant supposer que ses facultés cognitives auraient à tout
le moins été différentes des nôtres. Voilà. Je vérifie que l'article... Non, l'article est terminé. Mais... voilà, c'est intéressant de voir qu'il y a certains travaux qui sont menés pour essayer de... Il y a des tentatives. Alors après, je ne dis pas que ce soit une super idée, ce soit la meilleure l'idée du siècle de tenter de recréer un dinosaure ou de recréer un homme de Néandertal ou autre. Parce que évidemment... à chaque fois que l'homme a essayé de prendre la place de Dieu dans son rôle de création, c'est bien connu que la nature reprend toujours ses droits, et en fait la nature est très forte pour nous rappeler que nous devons rester humbles, que nous sommes juste qu'un être humain, que des êtres humains sur Terre, et nous sommes ridicules à l'échelle de la planète Terre. Et que nous devons quand même avoir un minimum de respect pour la nature, pour la mère nature, qui nous nourrit depuis notre naissance. Mais voilà, certaines tentatives sont lancées. Je sais aussi, j'avais lu des articles comme quoi il y avait des tentatives également de recréation de mammouths dans certaines régions, je crois que c'était dans le nord de l'Amérique et en Alaska ou peut-être en Sibérie aussi, dans le but de créer une sorte de zoo d'animaux préhistoriques, encore une fois à partir d'ADN retrouvés et de poils. Voilà, je ne sais pas quoi en penser. Attention, encore une fois, on est en plein dans le mythe de la boîte de Pandore, c'est-à-dire que à force de chercher à ouvrir cette fameuse boîte, à essayer d'avoir accès à toute la connaissance, attention à ne pas se brûler les ailes et à ne pas faire en sorte que toutes nos découvertes ou tout cet accès à la connaissance ne se retourne contre nous. C'est un peu d'ailleurs ce qui est retranscrit, ce qui est le message que le réalisateur essaye de faire passer dans le film Prometheus également. Voilà, en tous les cas, je ne sais pas comment vous appeler, cher Denisovien. Non, je vais vous appeler cher Homo sapiens. Même si certains d'entre vous, je pense, ont quelques micro-pourcentages de Denisoviens entre eux. En tous les cas, il faut reconnaître que cette découverte, cette nouvelle technique qui a été découverte pour extraire l'ADN et pour permettre de l'identifier, de l'associer à certains individus parmi nos ancêtres, jusqu'à on a dit jusqu'à 20 000 ans, 30 000 ans, jusqu'à même voir peut-être 100 000, 200 000 ans en arrière. C'est vertigineux. Ça laisse présager plein de futures découvertes qui risquent d'être faites dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et ça fait plaisir, encore une fois, qu'il y ait des Français, cocorico, qui soient à l'origine de ces découvertes. Alors c'est un travail d'équipe, un travail collaboratif, et une collaboration entre plusieurs pays d'Europe et notamment plusieurs établissements de recherche, des universités et des instituts de recherche. Mais ça fait plaisir, voilà, d'avoir toujours quelques Français qui sont à la pointe de la recherche, que ce soit au niveau scientifique, que ce soit au niveau technologique, et que ce soit toujours à la pointe de l'innovation. Voilà. Merci en tout cas. Et peut-être que nous aurons l'occasion d'en discuter un peu plus, de creuser un peu plus la question ou de développer un peu plus le débat avec Marie Soressi, que je connais un peu, et si elle a la gentillesse de venir à l'occasion d'une interview sur le plateau de la TV42 pour
nous en parler un peu plus, et peut-être qu'elle, d'ici là, peut-être qu'elle aura fait de nouvelles découvertes. À voir. On va croiser les doigts pour la suite. En tout cas, bravo à toute l'équipe pour cette découverte. C'était DosGeek sur la TV42. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre cette vidéo et que vous avez peut-être appris des choses en termes des différentes espèces qui peuplaient la Terre, nos ancêtres les plus lointains. J'espère que ça vous a peut-être ouvert des fenêtres vers d'autres choses, que ça vous a donné envie de creuser un peu plus la question. Ou que vous étiez passé peut-être à côté de l'information. En tous les cas, c'est une information de taille et on va suivre ça de très près. En attendant la prochaine vidéo, eh bien, comme d'habitude, laissez parler le geek dénisovien qui est en vous. Allez au cinéma, lisez des livres, lisez des BD, passez du temps avec vos proches, essayez de laisser un petit peu de sueur par-ci par-là pour laisser des traces de votre ADN, hein, pour les futures générations. Et puis on se dit à très bientôt. C'était DosGeek, la dose de geek sur la TV42. À très bientôt, bye bye.